Alors, bonjour à tous. Donc, on est très heureux de vous accueillir, Xurso, de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau webinaire. Donc, comme vous savez, on a fait de nombreux webinaires, 24 exactement, avant les vacances sur la crise du Covid. Et là, on lance un nouveau cycle sur la relance. Donc, vous avez vu que le 3 septembre, le gouvernement a annoncé un plan de relance. Et il reste beaucoup de choses à discuter parce que c'est juste un projet. Donc, il y a beaucoup de choses, je pense, encore à discuter par rapport à ce projet de plan de relance du gouvernement. Donc, aujourd'hui, on est très heureux de recevoir donc, Michel Rumi. Donc, Michel, bonsoir. Bonsoir à toi, qui est économiste, professeur à Sciences Po Paris et le SCP. Donc, moi, je connais Michel depuis de nombreuses années. On a coécrit un livre sur les taux d'intérêt et les marchés financiers il y a quelques années. Et donc voilà, Michel nous parlera des enseignements de la crise du Covid et comment réussir la relance. Donc Michel, je commence par te poser la question pour lancer ton propos. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces 2 trimestres de crise en termes déjà général? Et dans un deuxième temps, nous serons aussi heureux de t'entendre sur ta vision des premières idées et des premiers projets de plan de relance du gouvernement. Voilà. Michel, c'est à toi pour une quinzaine de minutes et après, on prendra les questions via le chat ou directement à toi, des participants. À toi, Michel. Ok. Donc bonsoir à tous. Voilà. Tout d'abord, donc qu'est-ce qu'on peut retirer de ce premier semestre de crise? C'est des propos plutôt généraux et l'idée après, on reviendra plus amplement sur le plan de relance. Donc première des choses, c'est quels enseignements peut-on prendre de ce premier semestre? C'est en termes de santé publique, nous avons appris en quelques jours que chacun de nous pouvait être une bombe à retardement, c'est-à-dire que nous pouvons être porteurs de la maladie et de la transmettre. Et donc, il y avait un aspect sacrificiel, un don de soi et gratuit pour, au fait, de ne pas diffuser le virus. Mais maintenant, je dirais après ce préambule, on pourra dire que la particularité de cette crise est que l'appareil de production est resté intact ou presque. On a redécouvert des métiers tout à fait indispensables, vitaux, mais finalement passés inaperçus et peu payés, hein, comme notamment le personnel de santé. Et puis également aussi, la crise a exacerbé la fracture sociale et politique. Le confinement n'a pas fermé la porte aux inégalités. La première des choses, c'est que l'emploi est un indicateur très révélateur pour expliquer ces tensions. Par exemple, le télétravail est sans surprise la marque des catégories favorisées, notamment les cadres. Et ils sont un peu plus de la moitié qui ont pu le faire. Et puis, par contre, à l'autre bout de la chaîne, il y avait moins de 5% des ouvriers qui faisaient du télétravail et plus de la moitié étaient en chômage partiel. Mais au-delà de l'emploi, il y avait aussi une fracture au niveau territorial, puisque les inégalités sont de même ampleur. C'est-à-dire que près de la moitié des personnes qui vivaient dans l'agglomération parisienne sont passées au télétravail, contre très peu de personnes dans les régions, et on a atteint près de 20% dans la région du Nord-Est, par exemple. Et puis également, ce qu'on peut dire, c'est que on a vécu une crise sans précédent. Et on a vécu, vous voyez, je vais déjà au passé, on vit une crise sans précédent et totalement imprévisible dans la mesure où, en fait, cette crise sanitaire est la première guerre mondiale de l'humanité puisque toute l'humanité a été touchée en même temps et non pas comme les secondes guerres, les guerres mondiales où c'était, on va dire, des chocs asymétriques. Et puis aussi, cette crise a peut-être marqué le début du recul du capitalisme patrimonial, financier que l'on avait connu depuis près de 40 ans. Et notamment, elle a mis en valeur la fragilité des chaînes de valeur mondiales et elle a fait prendre conscience aux États de leur dépendance à l'égard de certains pays et de la nécessité de produire plus ou moins localement. Relocaliser ne veut pas dire désindustrialiser. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on reviendra un peu là-dessus sur cette relocalisation. Ce qu'il faut bien comprendre à travers ces propos, c'est qu'il ne s'agit pas d'un retour en arrière, mais d'une correction désirée, d'une marche en avant, c'est-à-dire qu'il faut garder ce qu'il y a de bon dans la mondialisation et corriger les dérives. Donc, à mon sens,
on ne pourra pas tout relocaliser. Par contre, réindustrialiser, ça veut dire qu'il faut développer des filières industrielles porteuses d'avenir, hein, former des personnes, retrouver une certaine puissance économique. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, bien sûr, comme toute crise, la dénonciation de la mondialisation a mis en exergue un peu, en quelque sorte, le repli sur soi, le retour de l'État. Et ce qu'il faut bien voir, et je répète aussi avec ces propos, c'est qu'on ne va pas désinventer le smartphone ni le porte-conteneur, mais par contre, il faudra améliorer ces aspects, certains aspects. Également aussi, mais là, ça touche plus dans la deuxième phase dont on va parler tout à l'heure, c'est qu'il est temps de comprendre que les paradigmes de finances publiques viennent de muter. Par exemple, l'endettement doit être pensé différemment, surtout quand on vit avec des taux d'intérêt négatifs. Et donc, le monde de demain, vraisemblablement, s'appuiera sur deux budgets. Un budget de fonctionnement traditionnel avec des contraintes de finances publiques, on va dire, qui pourraient être la continuité d'un traité de Maastricht, et puis un budget d'investissement qui sera financé par la dette à long terme. Également aussi, on a vu apparaître une nouvelle forme de capitalisme, c'est un capitalisme numérique, où notamment on a vu que les grands gagnants de cette première phase ont été toutes les plateformes, que ce soit Amazon, que ce soit tous les commerçants qui ont pu faire, je dirais, développer leur activité. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on peut imaginer que cette crise a été un vecteur d'accélération dans une virtualisation du monde. Et puis, ce qu'il faut voir aussi au niveau plus national, c'est que les Français ont épargné davantage. On estime qu'entre mars et décembre 2020, les Français auront épargné à peu près 100 milliards d'euros. Et c'est le défi principal du déconfinement, c'est d'amener un certain retour à la consommation. On en reparlera si vous voulez après. Et le problème est que cette épargne doit être dépensée. Et en même temps, on ne sait pas comment elle le sera et à quelle vitesse. D'où ça pose des problèmes pour la sortie de cette crise. Le grand problème, c'est d'éviter que cette épargne tombe en épargne de précaution. Également aussi, c'est toujours en prolongement de cette idée, c'est que le confinement pourrait inciter les ménages à ne pas s'endetter ou durablement, hein, et ce qui peut à ce moment-là porter aussi un préjudice pour sortir, hein, de cette crise. Et puis également, il y a la confiance des ménages et des entrepreneurs à mobiliser pour que la reprise réussisse. Et pour l'instant, il y a 3 ingrédients à faire qui ont été utilisés toujours après les crises. Généralement, c'est un retour à la croissance, le traitement des dettes et la bonne utilisation de la politique monétaire. Alors, concernant la croissance, et donc là, on touche un peu le plan de relance, il faut retrouver un peu, faire des efforts dans la formation, dans l'éducation, formation professionnelle, dans l'éducation, essayer de tout faire pour avoir un travail plus qualifié, mais également aussi, il faut avoir des investissements par les entreprises afin de ne pas casser, hein, la croissance potentielle de la France. Concernant les dettes publiques, notre gouvernement a considéré que l'avenir sera dans une stabilité fiscale. On verra si ça pourra être faisable ou pas. J'aborderai quelques mots là-dessus tout à l'heure. Et puis, concernant les politiques monétaires, eh bien, la demande mondiale risque d'être faible dans les prochains mois. Et donc, ce qui veut dire que l'inflation sera durablement faible dans les prochains mois, ce qui veut dire que les taux d'intérêt risquent aussi d'être encore très bas. Donc, la question qui se pose au bout de ces 6 mois, c'est, en comparaison avec le monde d'avant, c'est est-ce que la période actuelle est on va dire, un intermède, un changement de direction ou un changement de direction dans les mœurs, aussi bien dans la vie sociale que dans la manière de gouverner nos sociétés. Alors, maintenant, concernant le plan de relance de la France. Donc, son premier enjeu,
c'est d'empêcher l'économie de s'effondrer après, on va dire, sa mise à l'arrêt provoquée par le confinement. Alors, de ce point de vue, ce plan n'est que le prolongement des mesures d'urgence qui avaient été prises auparavant, hein, qui étaient de 460 milliards, pour soutenir les entreprises et les ménages. Mais personne, que ce soit la France insoumise, de la France insoumise aux Républicains, du Rassemblement national ou la République en marche, personne ne conteste le bien fondé de cette injection massive d'argent public. Et c'est un tournant idéologique, parce que souvent, on a toujours des contradicteurs. Alors, c'est un plan qui est politiquement correct, on va dire. Jean Castex l'a affirmé, les 100 milliards visent à transformer la France pour la rendre plus écologique, plus compétitive et plus solidaire. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette phrase n'est pas anodine. Il y a une ordre de priorité. L'écologie est passée avant les entreprises. Donc, ça montre bien la prééminence de la transition écologique. Alors, qu'est-ce qu'il faut bien voir? C'est que, d'après Monsieur Castex, ce plan représente 4 points de PIB. Ça veut dire, grosso modo, 3 fois plus que le plan qui a été mobilisé à la suite de la crise des subprimes. Mais c'est aussi une crise 4 fois plus profonde que celle de la crise des subprimes. Donc, c'est ce qu'il faut bien voir, elle est quand même assez importante. Au niveau européen, eh bien, tout le monde a fait la même chose. On a soutenu concrètement toutes les économies. Et au niveau de la zone euro, eh bien, on a mobilisé 2 fois plus de sommes comparé à la crise de 2009. Et grosso modo, on avoisinerait pratiquement 5% du PIB. Bon, les chiffres sont ce qu'ils sont, on verra par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut y voir dans ce plan? C'est qu'il faut bien voir que même si ce plan ne concerne pas en premier lieu la demande, il comporte notamment un volet social à hauteur de 35 milliards, c'est-à-dire notamment pour financer le plan jeune et également aussi le financement du chômage partiel. Alors, et dans ce sens, le fait de soutenir ou de financer le chômage partiel fait que ceci peut s'apparenter à un soutien de la demande, hein, puisque les salariés peuvent continuer à percevoir leur rémunération. Le défi pour l'exécutif, c'est de montrer clairement et concrètement que ce plan peut remodeler le visage de l'économie et la vie quotidienne des Français. En d'autres termes, sauver l'économie, mais aussi lui faire opérer une mutation qui est historique puisqu'on va rentrer dans une transition écologique. Alors, concernant ce plan, c'est plus un plan d'investissement que d'un plan de relance. Hein, je dirais que c'est un plan de relance macronien puisque c'est en même temps qui vise d'un côté à avoir des effets sur la conjoncture à court terme et à plus long terme sur des aspects plus structurels sur du tissu productif et donc sur les défis de long terme. L'urgence, de toute façon, c'est d'éviter la casse, c'est-à-dire d'éviter que des entreprises structurellement saines puissent se retrouver à la faillite et du fait de la pandémie et que les ménages, du coup, se trouvent aussi, on va dire, au chômage. Donc, c'est pour cela que, notamment, il y a le plan de garantie aux entreprises pour assurer toute la trésorerie aux entreprises, et c'est ça qui est le nerf de la guerre. Hein, il faut absolument que les entreprises aient de la trésorerie, sinon on va avoir une chute drastique de fermeture d'entreprises. La question qui peut se poser, c'est est-ce que 100 milliards est suffisant pour relancer l'économie française? Alors, l'idée, c'est on a fait un plan avec nos moyens. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la France n'a jamais mis autant d'argent sur la table pour relancer une économie. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a deux types dans ce plan, il y a deux aspects. On va dire qu'il y a des dépenses qui servent de pansement, comme le prêt garanti par l'État, l'activité partielle, qui sont nécessaires, bien sûr, mais en même temps, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un plan d'investissement. Et c'est dans je dirais, dans ce plan d'investissement, le calibrage me semble un peu faible. Dans le sens où, en même temps, ça me semble aussi un plan, on va dire, de circonstances.
puisqu'il mêle écologie, solidarité, souveraineté. Donc, il répond, on va dire, à l'ère du temps, mais d'une certaine manière, on aurait bien voulu, du moins, j'aurais bien voulu avoir des plans d'investissement plus structurels, beaucoup plus importants, puisque d'une certaine manière, on verra que l'argent est quasiment gratuit. Alors, ce plan était-il nécessaire? Alors, oui, on va le dire tout de suite, bien sûr, mais la distribution, on va dire cette deuxième phase, la distribution des montants qui arrive aujourd'hui, doit aller aux secteurs les plus sinistrés et non pas ceux, on va dire, prendre des mesures générales. Donc, il faut des mesures ciblées. Notamment parce que le confinement a entraîné des changements. Les entreprises, comme les individus, vont devoir s'adapter. C'est ce terme d'agilité qu'on trouve souvent dans le management. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il convient de montrer une capacité d'adaptation rapide au changement. Dans cette idée-là, eh bien, au-delà du plan de relance, il aurait fallu, à mon sens, libérer l'activité économique, c'est-à-dire que la baisse des impôts de production va dans ce sens, mais ne représente que 20% du plan de relance. L'avantage de libérer totalement l'économie ou l'activité, à travers notamment la simplification des impôts, la réglementation du Code du travail, etc., c'est qu'elle évite des effets d'aubaine qui génèrent toujours, qui existent toujours lorsqu'il y a des mesures ciblées. En même temps, le fait d'avoir, si on avait libéralisé ou libéré l'économie, ça veut dire que ça aurait donné un enseignement, on va dire, aux acteurs économiques que le changement est permanent et qu'on n'a pas besoin de le redouter et d'avoir des freins concrètement. Et il me semble qu'au contraire, ce plan de relance véhicule l'idée qu'il permettra de récupérer en grande partie ce qui a été perdu. Or, tout n'a pas été perdu pour tous les secteurs, notamment ceux de la santé, ceux du numérique, ceux de la nouvelle technologie. Également aussi, est-ce que c'est un plan qui s'autofinance? Alors, le plan de relance va alourdir le déficit public d'environ 80 milliards d'euros, dont 40 milliards seront compensés par les fonds européens. Alors, l'idée est que ce plan de relance doit permettre notamment à la France de recouvrer son niveau d'activité économique de fin 2019, et ceci devrait se faire au cours de l'année 2022, vraisemblablement au cours du premier semestre, si toute chose égale par ailleurs. Et bien sûr, il ne sera pas financé, il a été annoncé par une hausse des impôts, mais par des gains engendrés par la croissance future. Et en même temps, Jean Castex a dit oui, il y aura un retour sur investissement parce que, et donc du coup, il ne devrait pas peser sur la dette publique. Alors, cette idée-là, c'est que c'est une hypothèse toujours récurrente dans les plans de stimulation de l'économie, qui est bien pratique poétiquement parce qu'elle permet de convaincre les gens qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts et en même temps que la dette publique reste soutenable. Mais l'histoire nous montre que c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Également aussi, dans toute cette mécanique, il y a une question qui est un problème, c'est la question de timing. Quand se fera sentir l'impact sur la croissance? Alors aujourd'hui, il est impossible, il est difficile de prévoir tant que, on va dire, la permanence du Covid est présente. Tant qu'on n'a pas résolu totalement la question sanitaire, eh bien, l'effet du plan économique, eh bien, ne sera pas totalement, pourra pas faire son effet. Et donc là, c'est ce qui pose ce type de projet. Néanmoins, je pense que l'État n'a pas à se poser la question de comment rembourser la dette. Il doit se focaliser sur comment créer de la croissance et faire tout pour que cette croissance arrive et que ça réussisse. Et l'idée, c'est que la politique de l'argent gratuit, parce qu'aujourd'hui, avec les banques centrales, c'est elle qui nous finance d'une certaine manière, n'est pas prête de se tarir, puisque l'inflation, les dernières estimations font que la BCE estime que l'inflation ne sera que de 1,3% en 2022, donc les taux d'intérêt seront faibles et en même temps, la Banque centrale pourra soutenir, je dirais, cette dynamique. Simplement, et c'est ça qui est très important, il faut éviter que ces milliards de la relance n'arrosent que le sable.
En gros, il faut vraiment faire et utiliser cet argent pour qu'il y ait un retour sur investissement. Retour investissement qui doit se mesurer notamment en termes d'emploi, notamment également aussi dans des perspectives de croissance. Alors, qu'est-ce qui va se passer également aussi? Il y a 3 questions qui restent en suspens d'une certaine manière. La confiance. Comment redonner la confiance aux ménages afin qu'ils consomment? Aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que la France se trouve dans une confiance qui est chancelante et un ordre public ébranlé. Et ça ne confère pas un niveau de stabilité et ne permet pas de regagner, on va dire, la confiance. Et donc, ça concourt, on va dire, à mettre un peu plus d'incertitude. Et si le gouvernement arrive notamment à convaincre les ménages et l'ensemble des acteurs que le chômage ne va pas exploser, alors les ménages pourront à ce moment-là consommer leur épargne. Deuxième chose qui, moi, me pose problème, c'est que le plan est relativement tardif par rapport à d'autres plans, ne serait-ce que par exemple celui d'Allemagne. Il aurait pu être dévoilé avant l'été afin de créer un climat de confiance pour la rentrée. Or là, on rentre dans la rentrée et il y a pas mal d'incertitudes. Également aussi, pour créer de la confiance, il ne faut pas casser ce qui a été fait pendant 3 ans. Donc, il ne faut pas déroger à ce qui a été fait depuis l'élection de M. Macron. Deuxième point auquel j'aimerais aborder, c'est les inégalités. Aujourd'hui, il y a un problème de fond. Aujourd'hui, les banques centrales mettent beaucoup d'argent dans le circuit, et ce qui pose un problème de l'inflation du prix des actifs. Et à mon sens, cette inflation du prix des actifs sera à l'avenir le grand discriminant social. En fait, la grande inégalité, ce sera entre celui qui a hérité d'un appartement à Paris de ses parents et celui-là qui n'aura pas hérité. Et donc, on risque de voir de plus en plus apparaître des inégalités patrimoniales et qui risquent de s'accroître de plus en plus. Également aussi, et cela va être abordé notamment en octobre, c'est l'idée de la contrepartie. Il est logique, il n'est pas surprenant que ce plan soit plus ouvert du côté de l'offre, on va dire côté entreprise, puisque, a priori, les ménages ont de quoi, de manière générale, pouvoir subvenir à leurs besoins en termes de consommation, mais il faut quand même aider les moins fortunés. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il semblerait que les entreprises n'aient aucune contrepartie. Et en mémoire, il y a le spectre du CICE, c'est-à-dire le crédit impôt compétitivité emploi, qui a été instauré en 2013 et qui n'avait pas d'obligation pour les entreprises en contrepartie, et dans la mesure où son efficacité n'a pas été au rendez-vous. Alors, quelle est l'idée? Quelle pourrait être une piste? C'est notamment que pour que cet argent soit utilisé à bon escient, demander un avis du CSE, du Conseil social et économique, l'ex-CCE, sur le comité d'entreprise, pardon, sur l'utilisation des aides publiques afin qu'elles soient bien investies, notamment dans la transition écologique et dans l'emploi de qualité. Deuxième chose également, ce qu'il faut bien voir, il ne faut pas, dans ces contreparties, il ne faut pas, avoir de conditionnalité. Il faut bien parler de contrepartie. Les conditionnalités seraient un frein à la mise en place de ce plan, dans la mesure où, généralement, il va y avoir, quand il y a des conditionnalités, beaucoup d'entreprises risquent de ne pas les utiliser. Donc, conditionnalité à exclure, contrepartie, oui. Et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est la première exigence de réussite, c'est la concertation. La deuxième, c'est le suivi de l'exécution de ces décisions. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que toutes ces contreparties seront discutées notamment le mois prochain, en octobre 2020, lors de la deuxième conférence du dialogue social, puisque d'un côté, les syndicats vont sûrement parler de ces contreparties, et puis également aussi le patronat, le MEDEF, qui voudra que ces mesures se mettent le plus rapidement possible afin de ne pas être, touchés par, des questions administratives. Voilà, j'en ai terminé. J'espère avoir été clair et je suis à votre écoute, éventuellement, si vous avez des questions. Merci Michel. Oui, c'était très clair et très intéressant. Oui, il y a déjà des questions donc, de Marie-Louise Casademont
Oui. qui fait des questions et des remarques. Alors d'abord, sur la réindustrialisation, est-ce qu'on y arrivera? C'est première question. Ensuite, Marie-Louise nous dit aussi, par rapport à ce que tu as dit sur les inégalités, elle dit les inégalités sont le propre de toute société dans la mesure où tout le monde n'est pas égal et tout le monde n'est pas fourni. La seule égalité qui compte, c'est l'égalité des droits. Donc, tu peux réagir aussi à ça. Et moi, je vais rajouter une question parce qu'il y a un sondage des Échos qui est sorti aujourd'hui et qui dit que la majorité des Français ne croient pas que le plan de relance permettra de rétablir la croissance d'ici 2022. Et deux tiers des Français, donc ça c'est 58%, et deux tiers des Français qui ne permettra pas de lutter efficacement contre le chômage. Donc par rapport à ta remarque, est-ce qu'il faut que les Français y croient pour que ça marche? On dirait que ça marche, ils n'y croient pas. Voilà, des premières questions et remarques. Voilà. Alors, merci Marie-Louise. Donc, je vais répondre sur la politique industrielle. La politique industrielle, c'est une politique, on va dire, de long terme et notamment d'aménagement du territoire. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut relocaliser les activités à forte valeur ajoutée, celles qui vont amener de la croissance et qui vont nous permettre de différencier, notamment avec ce que j'appelle des produits de fabrication de coûts de main-d'œuvre. Il ne faut surtout pas relocaliser la main-d'œuvre en France. Au contraire, il faut garder tout ce qui est valeur ajoutée en France, développer les principes qui amènent de la croissance et surtout délocaliser les produits à faible valeur ajoutée. Ce qui veut dire qu'éventuellement, on peut éviter la Chine, mais il y a déjà de grands groupes ont déjà relocalisé, notamment en Europe de l'Est. Donc, la question est de se dire, OK, mais la politique industrielle n'est pas une politique de relance, c'est une politique un peu structurelle, donc elle va mettre un certain temps. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va mettre assez de temps, assez de moyens pour la relocaliser et quels sont surtout les enjeux stratégiques? La question qui se pose, c'est que, par exemple, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements successifs ont considéré que la voiture était un enjeu stratégique, pas la moto. Donc, on a développé une industrie automobile, mais on n'a pas d'industrie de moto, entre guillemets. Et donc, lorsqu'on recevait des chefs d'État, il y avait des BMW allemandes. Donc, il faut bien se rendre compte, dans une certaine mesure, qu'il faut absolument vraiment rechercher les activités qui seront porteuses d'avenir, qui créeront des emplois et qui permettent, parce qu'on a un système éducatif assez performant, de permettre en même temps de développer les emplois de demain. D'accord ? Concernant les inégalités, bien sûr, je ne dis pas que les inégalités, on va les faire disparaître. Il y a égalité et équité. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des inégalités de revenus et aujourd'hui, on risque d'avoir des personnes qui vont avoir de hauts revenus et qui ne pourront pas, je vois uniquement, mais c'est un problème purement parisien, acheter de logements. Et ce qui pose de logement ou d'habitation, bien qu'ils aient fait des études, bien qu'ils aient des bonnes positions, on va dire, sociales, puisque, on va dire, l'inflation du prix des actifs, les prix des actifs augmentent plus vite que l'augmentation des salaires. Il ne faut pas imaginer que les salaires augmentent. La seule chose qui peut s'en sortir, parce qu'il faut bien voir qu'il y a 90% de la population active qui est salariée, bien sûr, ce qu'il faut être, c'est à ce moment-là être chef d'entreprise ou une profession indépendante. Et encore, je dis bien et encore, parce qu'aujourd'hui les banques sont très regardantes, et pour arriver là-dessus. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on risque d'avoir une polarisation de la société avec un délitement de la classe moyenne. Concernant donc le sondage que tu as mentionné, c'est tout le problème. C'est tout le problème. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, je dirais que le gouvernement ne met pas, et je ne fais pas de politique, je précise, ne met pas en place l'ensemble pour créer une confiance. Exemple, du jour au lendemain, il exige que l'on mette le masque. Or, le masque, c'est quelque chose d'angoissant. Donc, à la limite, l'effet inverse serait peut-être de dire, on enlève le masque, donc on maîtrise le virus et éventuellement un vaccin. Et c'est ce qui peut poser là-dessus. Aujourd'hui, on a plutôt des tendances à alarmer la population, beaucoup plus qu'à dire qu'on maîtrise la situation et que demain sera meilleur.
Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas enclin là-dessus. Et en même temps, on n'a pas encore commencé à avoir les premiers effets économiques, on va dire, de la crise. Ce que je voudrais dire aussi également au niveau c'est Marie-Louise, c'est ça, je ne sais pas. Si je veux pas. L'idée, c'est la solution de s'en sortir, c'est un niveau européen. Aujourd'hui, nos ennemis, et j'aime pas parler d'ennemis parce que ça parle de guerre, on va dire nos concurrents, ce sont les États-Unis et la Chine. C'est pas la Suisse, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Italie, c'est pas le Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, ce qui me gêne dans ce plan, c'est qu'il n'y a pas de coordination de plan européen et donc on n'a pas, on va dire, faire l'Airbus du vaccin. On n'a pas créé de grands enjeux qui fait que demain, on pourra sortir un grand projet européen qui pourra, peut-être dans 10 ans, concurrencer les États-Unis et la Chine, pardon, je cherchais le terme. Donc voilà, bien sûr qu'on ne maîtrise pas, et c'est ça la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, en termes de, on a quand même un plan très politique où on ne veut absolument pas angoisser et on gère la chose en fait. On ne veut pas se dire comme on a eu l'histoire des masques, et donc c'est ce qui pose le problème, c'est qu'aujourd'hui on travaille beaucoup en incertitude et pas en certitude. Merci Michel. Alors, un nouveau lot de questions. Donc, Raoul de Saint-Venant, qui est chef d'entreprise, qui dit « Un grand volet manque à ce plan consistant à construire sur une économie dont une partie va se révéler comme zombie. » Donc, Raoul dit « Il est nécessaire de sortir de toutes les impasses dans lesquelles l'économie se complaît, secteur industriel et action sociale. Si tous les pays reconduisent la situation antérieure, nous allons vers une crise mondiale bien pire encore. » Donc, voilà, remarque de Raoul, que je te laisserai réagir dessus. Marie-Louise, qui donc réagit et qui dit je pense qu'une bonne partie des Français a réalisé la dépendance à l'étranger. Et Marie-Louise qui continue donc par rapport au fait des inégalités patrimoniales, le fait de ne pas pouvoir s'acheter un appartement à Paris, c'est déjà le cas depuis longtemps, que des personnes aisées ne peuvent pas s'acheter un appartement à Paris. La crise n'y fait rien de spécial. Et par rapport au fait que tu disais qu'on maîtrisait ou pas la situation, mais on ne maîtrise pas la situation, donc heureusement qu'on ne le dit pas. Et puis elle rajoute qu'on est dans l'incertitude. Voilà des remarques supplémentaires. Et donc, dernière question pour ce lot de Jean Cazalet. Ton avis sur le nouveau commissariat au plan et la prospective? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, je te laisse réagir à tout ça. Alors, concernant Raoul, sur les entreprises zombies, oui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont une perfusion, mais ce que j'appelle ces effets d'aubaine. Bien sûr, le capitalisme, s'il devait être appliqué dans sa forme la plus élémentaire, fait que seules les entreprises les plus robustes arriveront à s'en sortir, les plus faibles disparaîtront. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui bénéficient d'aide qui fait qu'elles survivent, mais qui n'ont pas, on va dire, d'avenir certain, du moins de solidité financière et de marché. Donc, bien sûr, l'idée que je ne me rappelle plus tout à fait ce qu'avait dit Raoul, si tu peux me le rappeler. Je sais qu'il avait parlé d'entreprise zombie, mais je ne me rappelle plus. Et en fait, c'est de bâtir sur une économie qui ne sera pas viable après la crise parce qu'elle n'était pas viable avant et que la situation sera bien pire encore. Oui, mais c'est là la grande difficulté. C'est que là, on rentre après, on sort de l'économie, qui peut être, on va dire, plus ou moins rationnelle, et on va rentrer dans le politique. Si on est rationnel, on dit on n'aide pas les entreprises qui devraient tomber. Mais il y aurait une explosion du chômage et ça risque d'amener des émeutes déjà dans un terrain où il y a déjà des gilets jaunes, il y a quand même une certaine contestation de l'ordre public. Donc ça peut être là-dessus. Donc il faut gérer cet aspect-là. Bien sûr, dans toute mesure, il y aura des effets d'aubaine. Malheureusement, l'idée, c'est qu'il faut en sortir très rapidement pour que justement ne plus et reconstruire une certaine économie où les entreprises zombies disparaîtront. Et c'est ça qui pose le problème aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le premier objectif, c'est qu'il n'y ait pas trop de chômage. Parce que là, ça pourrait. Quand on perd, quelle est la logique? C'est que quand on perd un emploi, on a du mal à en retrouver. Donc, c'est pour cela qu'il y a ce chômage partiel. Il y a cette perfusion qui fait qu'on préfère payer. Parce que le jour où les entreprises doivent repartir, c'est cela. Et il faut bien se rendre compte que ça coûte moins cher qu'en allocation sociale. Parce que là, pour l'instant, on paye des salaires. Supposez qu'il y a un salarié qui ne retrouve pas de travail, on l'a pendant longtemps et il devient assisté.
Donc, ça pose ce type on va dire, d'attitude schizophrène, hein, en termes de rationalité versus, en même temps, avoir une vision un peu plus sociale. Marie-Louise, oui. Alors, je suis d'accord avec le fait de ne plus acheter un appartement à Paris, c'est vrai, mais ça va être encore plus renforcé. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que le prix du mètre carré est à plus de 10 000 euros, que d'après un article des Échos de vendredi dernier, il atteindra pour l'instant, il ne touchera pas 11 000 euros le mètre carré. C'est quand même assez affolant parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir une fuite des personnes sur Paris. Et ce qui veut dire aussi, c'est que peut-être la seule chose qui permettra à cette bulle financière, c'est qu'il y ait un accord de partenariat avec, du moins un accord entre les partenaires sociaux et les entreprises sur le développement du télétravail qui ferait que la tension soit moindre. Parce qu'il y a moins de demandes, mais quand même aujourd'hui, il y a moins de demandes, mais il y a toujours plus de demandes que d'offres. Et c'est ce qui pose ce problème-là. Et peut-être qu'avec le télétravail, il y aura un soft landing, un atterrissage plus calme sur le prix immobilier. Mais aujourd'hui, tout dépend, on va dire, de l'évolution du marché du travail. Et ça dépend de l'évolution, on va dire, de cette crise sanitaire. Si elle dure, eh bien, il y aura développement du télétravail, mais on restera en l'état. Par contre, si on arrive à s'en sortir et que le télétravail permet de rentrer, on va dire, de façon plus générale dans le travail, à ce moment-là, ça peut amener différentes choses. Après, j'ai oublié la troisième. Alors, le commissariat au plan. Ah oui, commissariat au plan. Qu'est-ce que c'est un avis ou à quoi il sert? Ton avis, voilà. Je dirais qu'on réactive une chose du passé et là on rentre dans le politique complètement parce que M. Macron a besoin de M. Bayrou en prévision des élections. Aujourd'hui, il y a beaucoup de députés qui veulent rejoindre M. Bayrou, le MoDem, et donc ça pose aussi un problème à ce niveau-là. Donc, en prévision des élections présidentielles, M. Macron veut s'assurer une base on va dire, qui lui permette d'assurer son électorat. Je pense qu'à ce jour, la gauche n'est pas encore unie. Les écologistes essayent de trouver d'abord des personnes alors qu'il conviendrait plutôt de développer un programme. Donc, on se déchire avant même d'avoir un programme. Donc, pour l'instant, le paysage électoral, le paysage politique est assez, on va dire, échevelé. Et donc, il faut bien satisfaire. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la négociation, que M. Bayrou voulait être attaché à M. Macron, et finalement, il est à Jean Castex. Donc, c'est un Premier ministre bis. La question qui va se poser, c'est maintenant, c'est qu'est-ce qu'il va en faire? L'idée est que ce qui va se passer, c'est soit il veut marquer l'histoire et dire oui, je vais dépoussiérer le commissariat au compte comme on l'avait commissariat au plan, pardon, comme on l'avait vu au passage, et que je vais l'inscrire dans le futur. Et voilà. Donc, il ne faut pas oublier qu'il va être avec 150 collaborateurs. Hein, donc, ça fait déjà une grosse machine. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il faut réfléchir. C'est vrai que les conseillers techniques sont sous pression dans les ministères. Ils n'ont pas nécessairement la possibilité de réfléchir, on va dire, plus calmement. Mais je crains que de tout cela, il n'y ait pas quelque chose de fondamental, qui sorte de quelque chose de génial, qui sorte de ce commissariat au plan. Merci Michel. Donc il y a Hubert Lévy-Lambert qui voulait la parole pour poser une question. Vas-y Hubert. Oui, bonjour Michel. Je ne comprends pas bien quel est l'objectif poursuivi. Je crois que quand on est malade, il faut faire un diagnostic d'abord. Or, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait de diagnostic. On va dans tous les sens. Toi-même, tu as parlé d'objectifs de croissance, de consommation, d'écologie. Tu n'as pas parlé des deux problèmes essentiels qui sont à l'origine de la création de X-Sursaut, il y a une douzaine d'années maintenant, qui sont le double déficit public, déficit extérieur.
Déficit public, aujourd'hui on dit on dépense quoi qu'il en coûte, mais quand même, quand tu as dit pour commencer ton exposé qu'il était logique d'avoir augmenté les salaires des gens de la santé, il se trouve que l'IFRAP, dont le fondateur Bernard Zimmern vient de mourir malheureusement, a démontré que nous dépensons beaucoup plus que les Allemands en matière de santé, qui ne nous a pas empêché d'envoyer nos malades avec des avions spéciaux dans les hôpitaux allemands pour qu'ils soient soignés. Est-ce qu'il fallait augmenter les salaires des personnels de santé, alors que le professeur Perromort vient d'écrire un article récemment où il dit que c'est la pagaille dans les hôpitaux et que simplement en faisant travailler les gens un nombre d'heures normales et en réduisant le nombre de personnels qui travaillent dans des secteurs non santé, on pourrait redresser les choses. Mais c'est surtout, je crois, le problème du commerce extérieur qui est essentiel. Là encore, on s'est aperçu qu'on manquait de médicaments, qu'on manquait tout un tas de trucs, de masques, et on a dit il faut relocaliser. Diagnostic juste, réponse fausse. Quand j'ai travaillé au commissariat au plan, je m'excuse, je suis un dinosaure, c'était un plan indicatif et pas du tout un plan soviétique, et donc je pense que c'est ce qu'on va faire. J'ai travaillé sur les problèmes de crise pétrolière. Il y avait eu la crise de Suez, les Arabes nous avaient supprimé nos ressources en pétrole. On n'a pas décidé de creuser le sous-sol français. On aurait dû d'ailleurs, et peut-être qu'aujourd'hui encore, ce serait bien qu'on s'intéresse à nos ressources en gaz de schiste, mais on a décidé de diversifier nos sources d'approvisionnement et de créer des stocks de sécurité. Donc, dans tous les domaines comme les médicaments et autres, peut-être qu'il faut en produire en France ou en Europe, je ne sais pas, mais il faut surtout diversifier, éviter de dépendre de la Chine et quelques autres pays, c'est facile. Et donc, encore une fois, essayer de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avant de décider de faire des choses dans tous les sens. Je prendrai un exemple, et puis je ne vais pas être trop long. En matière de transport, on dit écologie, écologie, d'accord, et on saute sur son siège. On dit, par exemple, il ne faut plus que les gens prennent l'avion sur des courtes distances. Très bien. Mais en même temps, on dit, on va supprimer tous les projets de TGV qui étaient en route. Et puis, pour continuer dans le faux sens, on dit on va reprendre les projets de fermeture de petites lignes SNCF que personne n'utilise. Qu'est-ce qu'il y a de rationnel là-dedans? Donc, je crois que M. Bayrou, s'il nous permet un peu de réfléchir et de ne pas prendre des décisions dans tous les sens, pour essayer de faire en sorte que nos finances publiques se redressent, que notre commerce extérieur se redresse, qu'on ne dépende plus de l'étranger, ce sera une bonne décision. Alors, merci Hubert. Peut-être Michel, je vais te poser les deux dernières questions même, et tu pourras répondre à celle de Hubert et enfin remarque d'Hubert plus au dernier et conclure. Donc, alors, donc il y a tac, donc j'oublie personne. Donc Bertrand Lépinois qui nous disait quand on ne contrôle pas grand-chose, le plus dur sera d'accepter ce qui nous arrivera en faisant preuve de résilience. Le rationalisme qui nous caractérise souvent n'est pas un grand secours, d'un grand secours. Et puis il y a François Granat qui fait un commentaire qui fait sur l'immobilier parisien, donc qui est assez long. Donc je vous laisse le lire et qui dit que voilà, qu'il y a l'augmentation relative des revenus du capital par rapport au travail dans les 50 dernières années. On voit que les bourses ne baissent pas dans les 3 derniers mois, augmentent même, montre que le capital est assez confiant que les plans de relance privilégieront toujours le capital par rapport au travail, d'où en effet le risque d'augmentation des inégalités pour ceux qui vivent d'un salaire fixe. Voilà. Donc, c'est même encore plus détaillé. Donc, une remarque, est-ce que j'ai oublié? Et Marie-Louise qui faisait une remarque supplémentaire. On va sortir sans doute de la mondialisation de l'économie. Si tout pays se réindustrialise au lieu d'acheter à la Chine ou aux US, on va revenir à quelques méthodes autarciques. Voilà. Donc, je te laisse répondre à tout ça et conclure. Je vais essayer de tout ramasser et de faire progressivement. Alors, concernant Hubert,
le grand problème de la France, c'est les gouvernements successifs ont voulu faire une politique industrielle sans usine, ce qui a conduit à tout externaliser au sens large et donc à désertifier les territoires français. Et ça arrive à ce que les personnes qui sont dans les territoires doivent effectuer plus d'une centaine de kilomètres par jour pour aller travailler. Et donc, lorsque l'on met une taxe sur le carbone, eh bien, ça explose parce que les personnes vivent, on va dire, difficilement. Et c'est la taxe qui, on va dire, qui permet d'exploser sa rancœur. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose également, par rapport à l'Allemagne, et je reviens, hein, je n'ai pas oublié, Hubert, j'essaie de voir. Deuxième chose, par rapport à l'Allemagne, par rapport à la France, a gardé une industrie pharmaceutique. Donc, et on va dire plutôt médicale. Donc, ça lui a permis de réagir et rebondir plus rapidement par rapport à la crise sanitaire. Mais j'y vois à travers ton propos, c'est surtout, bien sûr, et tu as absolument raison, sur le fait du bon usage des finances publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est là où tout, on va dire, les économistes attendaient M. Macron, c'est se redéfinir le rôle de l'État, ce qui relève de la solidarité, ce qui relève de l'assistance. Et ça n'a pas été fait. Et quand on dit oui, on voulait réduire, quand on sait qu'on va gagner peut-être 12 000 fonctionnaires qui vont partir, etc., c'est pas ça la réforme. Donc, bien sûr, et c'est pour cela que je pense que cette crise va être aussi, et c'est l'occasion de pouvoir revoir, mais de redéfinir le rôle de l'État et de savoir ce qu'on veut avec lui. Et peut-être, comme tu le dis, de dire, ah bah oui, mais je veux ceci, je veux pas ça, et qu'est-ce que doit faire ou ne doit pas faire l'État? Et c'est ça, et je suis entièrement d'accord qu'il faudra faire un suivi, être comme on va dire un usurier, bien faire un usage de son argent pour bien savoir, pour dire quel est le retour sur investissement, combien on a créé en termes d'emploi, et donc se donner des objectifs. Et je réponds en même temps, rebondis sur ce qu'a dit Bertrand sur les objectifs. Bien sûr qu'on travaille dans un avenir incertain. La grande difficulté, c'est que nous sommes tous ensemble. Moi, ce qui me gêne quelque part, c'est qu'on a des problèmes mondiaux et qu'on essaye d'avoir des réponses nationales. On n'a pas de réponse commune. Et c'est ce qui m'exaspère d'une certaine mesure parce que chacun, au lieu de se dire dans l'adversité, on pourrait s'en sortir ensemble, eh bien, on n'arrive pas. Mais l'exemple parfait, c'est l'Union européenne où on voit qu'avant même la crise, on ne s'entendait pas avec l'Italie pour diverses raisons politiques et en même temps avec la Grèce au moment on va dire des personnes qui arrivaient, des étrangers. Donc on voit bien qu'en fait, cette crise a exacerbé un peu plus les tensions de l'incompréhension entre nous. Mais c'est ce qui pose problème là-dessus, c'est qu'on travaille dans un avenir incertain et quand on va dire la tourmente est là, eh bien, ça serait bien d'essayer de s'en sortir petit à petit ensemble. Et après, bien sûr, quand tout ira mieux, eh bien, peut-être s'engueuler et régler nos affaires ensemble. Et c'est ça qui pose le problème. Concernant les inégalités de capital, moi je dis toujours à mes étudiants, mieux vaut être riche, avoir des problèmes de riches que des problèmes de pauvres. Parce que quand on est pauvre, on n'a pas de problème. Il n'y en a plus. Donc, au-delà de ce propos sarcastique, concrètement, c'est quoi? C'est que bien sûr, aujourd'hui, l'argent est gratuit. Gratuit par les banques centrales, gratuit entre guillemets, mais en fait, ce sont les banques qui, et c'est ce qu'il faut bien voir, aujourd'hui, c'est de se dire à quoi servent les marchés financiers. À un moment donné, ça aurait pu être le représentant d'une vigueur d'une économie. Aujourd'hui, c'est une bourse casino où on parie, on essaie qu'on amène. Et l'exemple parfait, c'est notamment les Chinois qui ont une culture on va dire, du jeu et qui jouent en bourse sans connaître totalement l'entreprise et qui jouent en espérant que ça gagne avec beaucoup de traders intraday. Donc ça pose ce type de problème, mais la crise exacerbe les inégalités. Et on s'apercevra toujours que dans la crise, ce sont toujours les riches qui s'enrichissent et qui dépensent le plus, et les pauvres qui sont associés à cela, et c'est ça qu'il faut bien voir, et je vais rebondir en même temps sur Marie-Louise, sur la mondialisation. On voit surtout le propos que la mondialisation a permis une réduction des inégalités, peut-être, mais au niveau macroéconomique, c'est-à-dire qu'elles ont permis, dans une certaine mesure, aux pays du sud-est asiatique de remonter leurs revenus et à certains, on va dire, individus d'avoir une augmentation de leurs revenus. Mais lorsqu'on regarde les pays développés, qu'est-ce que l'on voit? On a un creusement des inégalités. Et pourquoi? Et on revient à cette notion de talent. En fait,
Aujourd'hui, et permettez-moi d'utiliser cet exemple que je dis à mes étudiants, je leur dis, ce n'est pas la connaissance qu'on veut, c'est qu'on veut des gens talentueux. Et des gens talentueux, eh bien, ils seront toujours, je leur dis, talentueux et performants. Ça veut dire quoi? C'est, si vous êtes talentueux, la mondialisation, vous avez un marché qui s'ouvre. Si vous n'êtes pas talentueux, la mondialisation est votre concurrent parce que vous n'arrivez pas à vous distinguer. Et donc, vous avez toujours des personnes au sud-est asiatique qui coûteront moins cher que vous. Donc, cette mondialisation a eu un double effet. Sur ceux qui sont talentueux, eh bien, elle leur a permis d'être recherchés, d'avoir de hautes rémunérations. Par contre, ceux qui étaient, on va dire, ceux qui sont dans la norme, et ne me demandez pas ce que c'est que la norme, qui n'ont pas de qualité, eh bien, qui sont en concurrence avec d'autres personnes à l'autre bout du monde, eh bien, elles ont une déperdition de leur valeur. Donc, c'est ça qui a créé dans la mondialisation et c'est ça qui commence à poser problème. Et l'idée, c'est quoi? L'exemple parfait, c'est quoi? On le voit au foot. On voit, et je ne rentre pas sur le foot pour ceux qui n'aiment pas le foot, mais le PSG est parti chercher Neymar. C'est super. Il est talentueux. Mais est-il performant puisqu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions? Voilà la question qui se pose. Donc, c'est ça qu'il faut bien voir, c'est qu'en même temps, il n'est pas nécessaire. On peut essayer de construire une économie là-dessus. Alors, pour revenir sur une démondialisation, on ne peut pas. La mondialisation, il faudra la penser différemment. C'est-à-dire qu'à côté de cela, c'est repenser le capitalisme. Il faut qu'il soit plus inclusif. Aujourd'hui, du moins jusqu'à pendant 40 ans, on a eu un capitalisme financier patrimonial où concrètement, c'était la valeur actionnariale qui guidait un peu l'activité économique et pour lesquels les salariés étaient des paramètres d'ajustement. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce schéma-là, ça pose des problèmes parce qu'on s'aperçoit que quand même, il faut donner de l'argent aux pauvres pour qu'ils consomment. Parce que sinon, la machine ne marche pas. Donc, aujourd'hui, eh bien, on pense qu'il conviendrait que, justement, on va peut-être plus vers une cogestion à l'allemande où les partenaires ou les représentants syndicaux participeront, on va dire, à la gestion de l'entreprise, mais que malgré tout, c'est les décisionnaires, les capitalistes au sens large, qui prendront, s'il y a égalité, la parole. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il convient d'avoir une meilleure répartition. La question est, et elle est toujours une question philosophe, qu'est-ce qu'un salaire juste, hein? Et l'idée n'est pas de répondre qu'est-ce qu'un salaire juste, c'est concrètement l'écart qui existe entre le plus élevé et le moins élevé. Voilà la question. Après, le capitalisme, il existe toujours. L'idée, c'est que le capitalisme, c'est un mode de gestion. Ce n'est pas une philosophie comme le socialisme. Donc, c'est ça qui est important de bien saisir. C'est un mode et savoir, parce que la question est fondamentale, on revient à la question essentielle, qui crée de la valeur et comment elle est rémunérée. Donc, on s'aperçoit que dans l'entreprise, il y a des machines et des hommes, c'est-à-dire aussi bien des salariés et des dirigeants, pour faire simple, qui participent à la création de richesses. Mais aucune théorie économique dit qu'il faut donner 60% aux salariés ou 40% au capital. Après, c'est essayer de trouver un mode de concertation entre les deux pour qu'il n'y ait pas, on va dire qu'il y ait un bon dialogue social et que l'entreprise, aussi bien des salariés que les patrons, puissent continuer leur chemin ensemble. S'il y a un conflit, ça arrête tout. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Je pense que tu as répondu à presque toutes les questions et c'était très intéressant. On est dans le format là, donc je vais te remercier déjà pour C'est moi qui vous remercie. Pour ton propos introductif intéressant et le fait d'avoir pris toutes les questions sans joker. Voilà. Non, parce que je pense qu'on participe tous. Le fait, c'est que chacun a une vision. C'est ça qui est très intéressant. Et l'idée, c'est qu'il faut arriver par la confrontation intelligente, je dis bien, et non pas rester sur des positions dogmatiques, arriver à s'en sortir. Et je pense qu'on arrivera à s'en sortir ensemble et non pas individuellement. Merci beaucoup, Michel. Très intéressant ce webinaire et ça augure de beaucoup de discussions très intéressantes. Donc, on a d'autres intervenants invités. Bon, je n'ai pas encore de confirmation, mais je pense d'ici une dizaine de jours, on aura le deuxième webinaire de la relance. Donc, il y avait d'autres remarques encore dans le chat qui serviront pour alimenter les prochains webinaires, notamment Alain qui nous dit est-ce qu'on pourrait commencer par la relance locale
la relance locale par le vital stratégique, l'eau potable, l'agriculture saine, ça c'est sûr, c'est des bonnes remarques. Pat Bertrand qui nous dit qu'il faut écouter Patrick Artus qui dit que le capital se durcira. Si on c'est une question. La question, c'est dans quel horizon? C'est tout le problème. Bien sûr, tant que la crise ne sera pas résolue, et la crise aujourd'hui, c'est celle des subprimes. Ce qu'il faut bien se rendre compte, et c'est ça qui est dramatique, et c'est mon dernier, et ce sera mon conclusif, je t'embêterai plus après, c'est que depuis 1987, pour résoudre les crises, on a toujours mis de l'argent. Et aujourd'hui, on met toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette crise? On remet de l'argent. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États se sont endettés. Et on a créé une nouvelle entité qui s'endette, c'est la Commission européenne. Et après, quand elle arrivera et quand elle se sera endettée, qu'est-ce qu'on aura créé? Et c'est ça ce qui pose. Je me pose la question si on ne va pas vers un monde de dette insolvable. Voilà. Excuse-moi de t'avoir arrêté. Non, pas de souci, c'est intéressant et ça ouvre plein de sujets et je vois encore par Marie-Louise et François entre le consommé local et le consommé global ou mondial, comment on va faire pour articuler les deux? Est-ce qu'on va remettre des droits de douane? Voilà, plein de sujets, de commerce international notamment. Merci beaucoup Michel, merci beaucoup à tous. Le replay sera disponible bientôt et je vous enverrai par mail très bientôt l'annonce du prochain webinaire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, à très bientôt, bonne continuation. Merci.